Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, un chiffre, 3 697,3 milliards de francs CFA. C'est cette enveloppe que doivent mobiliser les équipes de l'administration fiscale pour l'année 2023. Un objectif en hausse comparé à celui de 2022, révélé ce lundi par la hiérarchie budgétaire. Le mercato politique n'a pas encore refermé ses portes en ces périodes préélectorales. 3 cadres, dont 2 du PDCI-RDA, viennent de rejoindre le parti au pouvoir. Parmi eux, Ndri Narcisse, ancien directeur de cabinet du président du PDCI, et Kwame Kwaku Lassina, ancien maire de Bokanda. Et puis à l'étranger, un puissant séisme de magnitude 7,8, suivi plus tard par une très forte réplique, ont frappé la Turquie et la Syrie tôt ce matin. Des bilans toujours provisoires font état de plus de 2000 victimes. En fin de journal, on reviendra sur ce que l'on sait de cette catastrophe mortelle. L'administration fiscale ivoirienne doit mobiliser pour cette année 2023 une enveloppe de 3 697,3 milliards de francs CFA, un objectif en hausse comparé à celui de 2022, révélé ce lundi par la hiérarchie budgétaire. Les précisions de Nadia Eja et Eric Kimo. Sur une prévision de 3 264,9 milliards de francs CFA de recettes à collecter pour l'année 2022, la Direction générale des impôts a pu effectivement enregistrer 3 205,7 milliards de francs CFA, équivalent à un taux de réalisation de 98,2% et un écart négatif de 59,2 milliards de francs CFA. Ces résultats sont tout de même en progression comparés aux 2 849,3 milliards de francs CFA en 2021. Soit un taux de progression de 12,5%. Notre travail, dont les résultats viennent de vous être rappelés, a été quelque peu perturbé par le contexte mondial marqué par les conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne, dont l'impact a été fortement ressenti dans le comportement des recettes fiscales. Pour atteindre les objectifs de recettes brutes pour l'année 2023, fixés à 3 697,3 milliards de francs CFA, il faudra relever les défis et user de moyens tels que l'amélioration du rendement de la TVA, l'amélioration de l'impôt sur le traitement et les salaires, la poursuite du cadastrage et la poursuite de la dématérialisation. Je voudrais vous inviter à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective de ces objectifs. Je tiens à appeler l'ensemble des services de la Direction générale des impôts à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Il s'agit d'un impératif auquel les plus hautes autorités du pays attachent une attention particulière. Ce séminaire de 2 jours est donc le lieu idéal pour la direction de réfléchir à des stratégies en conformité avec les objectifs visés et se familiariser avec les nouvelles mesures de l'annexe fiscale 2023. L'assiette fiscale pourrait s'élargir au gré de la multiplication des investissements dans le pays. Et ce ne sont pas les investisseurs qui manquent aux portes de la Côte d'Ivoire. Ce lundi, le Premier ministre, Patrick Achi, a échangé avec une forte délégation d'hommes d'affaires britanniques venus sonder les opportunités d'affaires dans le pays. Plusieurs secteurs sont explorés, notamment les mines, l'agriculture et le secteur de la finance, comme nous le montrent Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire à la tête d'une forte délégation de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires anglais à la primature. Reçus par le chef du gouvernement, ces hommes d'affaires sont en mission d'exploration pour dénicher des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Ils disent être intéressés par divers domaines, notamment la transformation des matières premières agricoles, la construction, les mines et la finance. Nous avons parlé de beaucoup de secteurs. C'est une délégation très diverse. Nous avons parlé par exemple de la transformation. Nous avons parlé aussi d'agriculture, aussi infrastructure, un peu sur énergie, un peu sur mining. Il y a beaucoup d'opportunités ici. La Côte d'Ivoire, qui a entamé la transformation structurelle de son économie, avait dépêché une mission en Grande-Bretagne afin d'inviter les investisseurs anglais à saisir les opportunités d'affaires qu'offre le pays, dont la croissance est de 7% en moyenne ces 10 dernières années. Des meuniers ont annoncé une augmentation du prix de la farine, une décision pas du goût de certains boulangers réunis au sein
du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire qui ont entamé ce lundi une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire national afin de réclamer une augmentation du prix de la baguette. 2 autres fêtières, notamment la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangers de Côte d'Ivoire, bien que reconnaissant la légitimité des revendications, préconisent la voie de la négociation avec les autorités ivoiriennes. On fera le point avec Salif Yalekwe, Fulgence Kisiedou et Tanguy Konan d'ici la fin de ce journal. Autre sujet ce soir, à côté des initiatives nationales visant à encourager la création de l'installation de grandes entreprises de transformation, l'une de nos équipes a retrouvé les traces d'un particulier qui a décidé de faire de la transformation son affaire personnelle. Il transforme plusieurs denrées agricoles de la Côte d'Ivoire. C'est à Mbato. Je vous propose de voir ce sujet de Mardoché Kwasi. Parmi les nombreuses prouesses réalisées dans cette unité artisanale, il y a la transformation du curcuma en huile essentielle. Depuis la récolte jusqu'à l'obtention de l'huile, tout le processus se déroule sur ce site. Nous avons récolté d'abord à partir de notre petit jardin. Nous avons lavé les rhizomes de curcuma et puis ensuite nous avons broyé à la machine. Nous venons d'obtenir un liquide qui contient les rhizomes de curcuma broyés, déjà en pâte. La prochaine étape, nous allons passer à la distillation. On va mettre ça dans une machine. La machine va travailler ça pour qu'on puisse obtenir de l'huile essentielle. Jean-Baptiste Brou, chercheur transformateur, est le responsable de cette unité de transformation. Cet autodidacte s'est inspiré de son expérience italienne de la transformation de produits agricoles lors de son séjour dans ce pays européen. Il transforme la banane plantain non mûre en granulé, en farine, en liqueur, en savon. On a 2 machines. Les autres, ce sont les mortiers. Nous avons les pilons qui nous aident. On a construit ce four. Ça, c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Donc, c'est avec tout l'ensemble là que nous opérons. Vous voyez cette machine, elle est petite. Il faut une grosse machine. Bon, il y a la machine aussi de farine. Il faut avoir la machine de farine, il faut avoir un grand séchoir. 5 personnes travaillent en permanence dans cette unité. Un effectif qui peut croître en cas de forte commande. L'initiateur ambitionne, si les conditions sont réunies, de créer plusieurs unités dans toutes les régions du pays et employer des jeunes. Je suis capable de transformer tous les produits agricoles. Et pour cela, j'ai besoin des machines performantes. Si ça c'est fait, on peut installer cette unité-là et puis travailler. Et ensuite, ces produits qui seront transformés dans ces différentes succursales seront exportés dans la sous-région et ailleurs dans le monde. Et ça va donner une plus-value aux produits agricoles. Sa production est vendue sur commande, mais également exposée lors d'événements agricoles régionaux et nationaux. Des produits dont ne tarissent pas d'éloges les clients réguliers de cette unité. C'est une camarade qui m'a parlé de ce monsieur. Elle m'a bien dit que, en tout cas, le monsieur transformait de la banane au savon. J'ai commandé le savon. 2e fois que je suis arrivée encore, il a vu que la banane, il peut transformer ça en parfum. Une fois, quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un, mes parents qui est là, qui transforme la banane. Du quoi ça existe. Vraiment, j'étais émerveillé avec ce que j'ai découvert. Tout ce qui transformait la banane, le taro, l'igname, la papaye, les aubergines. Les résultats des recherches de Jean-Baptiste Brou ont été reconnus en 2016 par l'Office ivoirien de propriété intellectuelle. Il a également exposé ses produits au Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017 et 2019. Je vous le disais, des meuniers ont annoncé une augmentation du prix de la farine, une décision pas du goût de certains boulangers réunis au sein du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire qui ont décidé d'entamer ce lundi une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire national afin de réclamer une augmentation du prix de la baguette. 2 autres fêtières ne l'entendent pas de cette oreille et ont décidé, elles, de privilégier la discussion avec le gouvernement ivoirien. Sujet de Salif Yalekwe. Il est 12h30 quand Thérèse Ndoni se présente devant cette boulangerie à Niangon, dans la commune de Yopougon, pour se procurer du pain. Elle constate que cette boulangerie de sa zone
ne pourra pas répondre à son attente. Je ne savais pas qu'il y avait grève, je suis venue et c'est fermé comme vous le voyez, c'est fermé. Ce sont de nombreuses boulangeries qui ont fermé, ce pour 48 heures. Pour cause, un arrêt de travail observé à l'appel du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire contre une augmentation du prix de la farine par les meuniers. De 9 500 à aujourd'hui, en moyenne, 26 500 en moyenne. Nous ne serons pas à même de produire du pain pour des raisons de coûts de production très élevés. Parce qu'il n'est pas question de continuer à nous endetter et, n'est-ce pas, pour satisfaire la population. De réelles difficultés vécues par de nombreux acteurs du secteur. Mais le prix de la farine est trop augmenté, on ne peut plus. Tout ce qui est aux alentours de la boulangerie, on ne peut plus. La farine, voilà le reçu qu'elle a. Elle était de 21 250, elle est revenue à 26 000. On ne peut pas travailler gratuitement, il faut travailler pour avoir quelque chose. Nous sommes des hommes. On a des loyers à payer, on a des dépenses à faire et une facture. Un arrêt de travail qui crée un manque à gagner pour les utilisateurs du pain, à l'instar de cette dame qui a pour principale cible les élèves. Les élèves sont restés dans la faim, pas de pain. Je prends le pain de la boulangerie, accompagné un peu de pain sucré. Mais ce matin, je n'ai pas reçu de pain de boulangerie. Les œufs sont chers, l'huile est chère. Si la farine encore s'ajoute, là vraiment, nous ne savons plus comment faire. Par contre, d'autres boulangers, bien que reconnaissant des difficultés du secteur, proposent la poursuite du dialogue avec les autorités compétentes. Il s'agit de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangers et pâtisseries de Côte d'Ivoire. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que nous allons faire une grève pour demander l'augmentation du prix de la baguette de pain. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. La preuve, ils vont faire 2 jours de grève pour certaines boulangeries. La grève n'est suivie qu'à 10% d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national. Et après les 2 jours, les 48 heures, vous faites quoi? Vous revenez à la table de négociation ou bien vous-même, vous fixez vos prix de farine et vos prix de baguette? Je ne sais pas. Donc nous disons que cette manière de procéder ne nous sied pas. Et nous avons dit que nous nous désolidarisons totalement de cette grève qui n'a pas lieu d'être maintenant. Nous avons des canaux et nous devons discuter pour trouver les solutions pour les boulangers de Côte d'Ivoire et pour les consommateurs. Au niveau de leur mandant, le commerce du pain se poursuit. Aujourd'hui, tout a augmenté et du coup, on est étouffé, on ne s'en sort plus. Selon moi, à mon humble avis, que nous parlons d'une seule voix. Mais quand nous avons 3 fêtières, et ces 3 fêtières, quand il y a une fêtière qui se solidarise et qu'ils lancent un mot d'ordre de grève sans toutefois se mettre ensemble, tu vois qu'on va en rang dispersé et ça ne peut pas résoudre notre affaire. Avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement ivoirien avait en 2022 annoncé une série de mesures en faveur des meuniers, afin d'éviter une flambée des prix du pain. Nous sommes toujours en plein dans la semaine de la sécurité routière décrétée par le dernier Conseil des ministres. Sur le terrain, les unités opérationnelles de la gendarmerie et de la police continuent leur déploiement sur les axes routiers du pays. Au 3e jour, l'une de nos équipes a suivi les opérations sur l'autoroute du Nord menant à Yamoussoukro, la capitale politique, sur cet axe équipé de vidéo-verbalisation. Plus de 1000 usagers non en règle ont été épinglés et une centaine de véhicules mis en fourrière. Une immersion réalisée par nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje, Joseph Zécré. PK27. Sur la position des agents du GSR, groupement de sécurité routière de la Gendarmerie nationale, engagés dans l'opération de sensibilisation et de répression des infractions au code de la route. Oh! Le groupement à l'Assemblée pour la sécurisation du péage d'Atengue à aux ordres, on connaît. Après briefing et consignes, place à la manœuvre. Premier théâtre opérationnel, le PK49. Sur ce théâtre où descend une équipe du ministère des Transports, la priorité est donnée à la sensibilisation. Nous sommes là pour la sensibilisation
faudrait que tout se passe bien pour réduire le nombre des accidents sur la voie. Changement de cap sur la position avancée. Sur les lieux, le dispositif intelligent est à l'œuvre. À bonne distance, plusieurs usagers non en règle sont épinglés. Le conducteur 51 79 JH01. Vous payez 32 100 francs pour des accès de vitesse et des non-ports de ceinture de sécurité. Tous se voient notifier contraventions et montants dont ils doivent s'acquitter. 7 12e mois 2022, le 16 premier mois 2023, le 15 premier mois 2023. Excès de vitesse. Et puis bon, je pense que j'ai dû passer à quelques feux au niveau d'Abidjan, au niveau de Cocody. Ça m'a fait 6 000 et je dis Dieu merci. Je ne m'attendais pas à ça en fait. J'ai cru même que ça allait aller au-delà des 6 000. Vous partez à la CGI, centre de gestion intégré. Vous payez, vous avez 3 jours pour payer. Quand vous finissez de payer, vous partez à la brigade routière GESCO, à la porte numéro 9. C'est là-bas que vous partez retirer avec le reçu du paiement. Ça là, c'est pas un récépissé. Hein. Après les 3 jours, si vous avez ça encore, on peut remorquer votre véhicule. Aux portes du bureau de contentieux de circonstances, des usagers mécontents. D'autres, eux, saluent l'opération spéciale du ministre des Transports. Au nombre des heureux, cet octogénaire volontaire qui n'a à son compteur aucun passif. Ah, il paraît que je suis un exemple, peut-être c'est mon âge qui le fait, que je roule à la vitesse indiquée et on m'a remis une carte pour me féliciter. Je suis content, je suis content. Retour à Abidjan. Position à l'entrée nord-ouest, carrefour Bel-Air. Y sont déployés des agents de la PSSR, police spéciale de sécurité routière. Ici également, le dispositif intelligent fait sensation. Ce matin, j'ai été interpellé par la police spéciale. Donc, les documents du véhicule ont été récupérés et on m'a remis une liste d'infractions qui date de depuis 2021. La plupart des infractions que je vois, c'est des excès de vitesse pour un montant total de 118 000 francs. Des usagers aux contraventions non payées sont démasqués. Dans les rangs, des conducteurs épinglés en colère. Ce déploiement des unités de gendarmerie et police s'inscrit dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. La route, c'est le développement, c'est la vie. Mais la route peut être dangereuse si certains usagers ne se conforment pas aux règles prescrites. Donc nous demandons à tous et à toutes d'être prudents, d'observer les règles et également d'obéir aux injonctions des agents des forces de l'ordre. En 72 heures d'opération, les hommes mobilisés ont à leur actif plus de 2000 véhicules verbalisés et 200 mis en fourrière. Ce, pour des infractions allant du défaut d'assurance et de visite technique à la pose de plaques fantaisistes et fausse immatriculation, en passant par la conduite en état d'ébriété et la surcharge. Dans l'actualité politique, le Mercato n'a pas encore refermé ses portes en ces périodes préélectorales. 3 cadres, dont 2 du PDCI-RDA, viennent de rejoindre le parti au pouvoir, le RHDP. Parmi eux, André Narcisse, ancien directeur de cabinet du président du PDCI-RDA, et Kwame Kwaku Lassina, ancien maire de Bokanda, ont fait le point avec Pierre Dipomelin et Eric Kimou. De nouvelles adhésions au RHDP, ce sont 2 cadres du PDCI, l'ancien directeur de cabinet du président Bédié et l'ancien maire de Bokanda. Le maire d'Agboville, élu sous la bannière d'indépendant, fait partie des nouveaux membres. Un coordonnateur du PPSI a lui aussi pris le train du RHDP. C'était à l'occasion d'une cérémonie officielle de déclaration d'adhésion sous la conduite du secrétaire exécutif national, Cissé Bakongo. Nous avons bénéficié de la construction d'une station d'épuration d'eau qui a coûté plus de 4 milliards. Nous avons la réhabilitation de la préfecture d'Agboville de plus de 4 milliards. Nous avons la construction d'un lycée d'excellence de plus de 5 milliards. Nous avons la construction de la route Agboville-Séchi, 66 km de plus de 36 km de plus de 60 milliards. Nous avons Agboville-Abidjan qui entre à Agboville à partir de mon village Érimakouye par une voie triomphale 2x2. Le maire que je ne suis qu'un agent de développement. Et en tant qu'agent de développement, j'ai observé tous ces mouvements et je me suis dit qu'il fallait avoir un devoir de reconnaissance. Mais bien avant que je n'arrive là, je voudrais vous signaler
que déjà en 2015, en tant que maire indépendant, j'ai été nommé directeur départemental de campagne du président Alassane Ouattara. C'est pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas mûri qu'aujourd'hui. Je l'ai mûri depuis des années. Et déjà en 2014 également, j'avais déjà souhaité être membre de cette grande famille. C'est avec beaucoup de bonheur et de joie qu'en ce jour du 6 février 2023, nous, M. Ndri Kwadio Pierre Narcisse, vice-président du PDCI RDA, président du conseil de surveillance du PDCI RDA, membre du bureau politique du PDCI RDA, et M. Kwame Kwakulassina, secrétaire général du conseil de surveillance et membre du bureau politique du PDCI RDA, prenons solennellement la parole pour faire la présente déclaration de démission des organes du PDCI RDA et d'adhésion au RHDP. Tous ces mouvements se font dans un contexte préélectoral où, au-delà des hommes politiques, les partis et mouvements politiques coalisent aux grandes dames des idéologies qui les fondent. Ainsi, le PDCI de la droite et le PPACI de la gauche pactisent, au moment où le FPI de la même gauche fait route avec le RHDP, parti de droite. Ils sont des milliers de jeunes à sortir chaque année de nos universités, centres de formation et grandes écoles avec des diplômes. Après l'obtention de ces diplômes démarre la délicate période de recherche d'un emploi, une période pendant laquelle se présentent à ces diplômés 3 alternatives. L'auto-emploi, travailler pour l'État ou pour une entreprise privée. Mais quel est le choix favori des diplômés ivoiriens? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kwasi, Eric Kimou et Mathurin Badé. Pour tous les diplômés en quête d'emploi et étudiants rencontrés dans les rues de la capitale économique ivoirienne, la question de l'accès à l'emploi demeure une préoccupation majeure. Aussi, les avis sont-ils partagés sur leur préférence pour l'entrepreneuriat, un poste dans l'administration publique ou le privé. Je préfère travailler au privé parce que je me dis que ça me donne beaucoup d'avantages et puis ça me donne un large temps aussi pour pouvoir faire certaines choses. Quand je dis le privé, peut-être que l'entrepreneuriat ou faire des business, je suis quelqu'un qui bouge, donc je préfère travailler au privé. Je préfère travailler au public parce qu'au public, c'est un peu bon, tu te sens à l'aise. Et puis en plus, quand tu es à la retraite aussi, c'est comme si tu touchais telle somme, quand tu travaillais, on diminue un peu, c'est comme si tu touches un peu d'argent aussi. J'aimerais travailler dans le privé. Parce que je trouve que le domaine privé est mieux rémunéré par rapport au domaine public. Le privé demande la rigueur. Or, par contre, le public, il y a d'autres qui ne respectent pas cette rigueur-là. J'aimerais travailler au privé. Parce que, étant au privé, on a plein d'avantages et plein de petits business qu'on peut gérer à part le boulot. Au public, on n'a pas ces avantages-là. Au public, vous êtes figé seulement sur un poste. C'est là seulement que vous devez travailler du lundi au dimanche, du 1er au 31. Mais dans un contexte marqué par des difficultés d'accès à l'emploi, ces jeunes diplômés n'ont pas le choix. Ils saisissent les opportunités qui s'offrent à eux en attendant d'avoir ce qu'ils désirent, même si l'entrepreneuriat est fortement encouragé. Ici, ils n'ont pas le choix. Le choix, c'est lorsque l'entreprise leur fait une offre alléchante. Pour ceux seulement qui n'ont pas eu la chance d'avoir des grosses structures, ces gens préfèrent s'orienter à la fonds publique. Donc le choix dépend de l'offre qui se présente à eux. Les privés offrent plus de possibilités à nos étudiants. Donc le privé est cette part qui nous donne les meilleures opportunités d'emploi ou de stage à nos diplômés. Aujourd'hui, ce que nous leur conseillons, c'est la création personnelle d'entreprises, l'initiative privée. Il faut que les étudiants apprennent à se prendre à charge, à s'insérer eux-mêmes d'abord. Les taux d'insertion des diplômés de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur demeurent encore faibles. Ils étaient respectivement de 32% et 31,7% en 2019. Pour améliorer la situation, le gouvernement ivoirien s'est fixé un objectif de 8 millions d'emplois à créer d'ici à 2030. À l'étranger, un puissant séisme de magnitude 7,8 suivi plus tard par une très forte réplique ont frappé la Turquie et la Syrie tôt ce matin. Des bilans toujours provisoires font état de plus de 2000 victimes. Dans ce reportage, on revient sur ce que l'on sait de cette catastrophe. C'est avec Nadia Eja. Plus de 2600 personnes ont été tuées dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7,8.
C'est le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle qui a secoué ces deux pays. Pour la Turquie, ce séisme qui a fait plus de 1600 morts est le plus important depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui avait tué 17 000 personnes. Jusqu'à présent, 1651 de nos citoyens ont perdu la vie. Nous avons 11 119 blessés. Votre tristesse est immense. Je souhaite la miséricorde d'Allah à tous nos citoyens qui ont perdu la vie et un prompt rétablissement à nos blessés. La Turquie et la Syrie se sont empressées de solliciter l'aide internationale. Un appel auquel ont répondu favorablement plusieurs pays qui n'ont pas manqué d'adresser leur compassion aux pays endeuillés. C'est ici que prend fin ce journal, mais restez avec nous dans un instant. Focus Faits divers qui s'intéresse ce soir à cette série de meurtres ou de suicides sur les campus universitaires. Les corps de 2 étudiants ont été retrouvés sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. Souvenez-vous, en l'espace de 4 jours, dans des circonstances troubles, noyade, suicide ou crime déguisé. Que s'est-il passé? La réponse donc dans ce numéro de Focus Faits divers à suivre dans quelques instants. Et à 20h30 ce soir dans NCI Sport, des interviews inédites, notamment de l'ex-international ivoirien Emmanuel Eboué et de l'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté. Moi, je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi, notamment dans Sans Réserve, et dimanche prochain dans NCI 360. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.